Chers auditeurs, c'est une joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Écoutez l'histoire. Alors, halte roulement de tambour, découvrons sans plus attendre celui qu'on appelle le Lion, qui fut l'un des héros de l'histoire polonaise et dont la victoire au siège de Vienne en 1683 contre les Ottomans fait presque de lui un conquistador, j'ai nommé Jean III Sobieski. Tout d'abord, qui est-il ? Et pour quelles raisons est-il intéressant de mettre en lumière sa vie et son règne ? Jean Sobieski est né à Lviv, en Ukraine actuelle, le 17 août 1629. Il est issu d'une famille de la noblesse militaire. Très tôt donc, il est introduit aux questions concernant l'armée et la diplomatie. Dans une description de son caractère par un abbé français du XVIIIe siècle, le jeune Jean est décrit comme d'un tempérament vif, ardent, impétueux, voulant fortement ce qu'il désirait, avide de louanges, plus sensible à l'humiliation qu'au châtiment, et si nous avions les mémoires de son enfance, peut-être y verrions-nous les premiers rayons de la gloire dont il devait se couvrir. Peut-être aussi n'y trouverions-nous que des choses fort communes, parce que les hommes ressemblent aux fruits qui attendent la saison pour se développer. S'il est intéressant de commencer par cette description, extraite de l'ouvrage de l'abbé Coyer, Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne, qui a été publié en 1762, c'est parce qu'elle permet de comprendre que les actions de ce roi polonais ont eu des répercussions dans toute l'Europe, qui ont été omniprésentes dans les discours politiques et intellectuels jusqu'à l'époque des Lumières. Entrons dans le cœur de ce qui a fait la gloire et la renommée de Jean Sobieski jusqu'à nos jours. La Pologne, à cette époque, se trouve dans une période que les historiens qualifient d'âge de fer, qui va de la fin de la guerre de 30 ans, en 1648, à la fin du règne de Jean III. Le pays est alors attaqué de toutes parts. À l'est, ce sont les razzias opérés par les Cosaques, et sur la partie occidentale, le roi de Suède s'empare de tant de territoires que l'on parle de déluge suédois. À ce moment, l'existence même de la Pologne est menacée. Mais la plus grande humiliation se produit lors de la signature de l'acte de Buczach en 1672. Là, le sultan Mehmed IV, qui vient d'envahir la Pologne, impose la cession de l'Ukraine, de la Podolie et pire, il exige le paiement d'un impôt en faveur du sultan. La situation est telle que le roi Jean Casimir doit se réfugier en France et se placer sous la protection de Louis XIV. La Pologne a perdu un quart de son territoire et un tiers de sa population, qui s'élève pour la période à 7 millions d'âmes, contre 20 millions en France. Ces conditions apparaissent comme inacceptables pour Jean Sobieski. Elles expliquent en partie l'engagement intense de la Pologne dans la reconquête des terres occupées par l'Empire ottoman. À ce moment, Jean Sobieski est déjà le plus grand chef militaire de Pologne. Il dispose du titre de grand maréchal depuis 1665 et devient même hetman, c'est-à-dire commandant en chef de l'armée, une année plus tard. Dès la mort du roi Michel Korybut-Wisniewski, le 10 novembre 1673, Jean Sobieski se présente à l'élection pour devenir roi, et il est élu à l'unanimité par la Diète, c'est-à-dire par l'Assemblée polonaise, en mai 1674. Son sacre a lieu presque 2 ans après son élection, le 2 février 1676, dans la cathédrale de Cracovie. En ce temps-là, les États européens font face à une implantation des Turcs ottomans de plus en plus large, qui s'étend à l'ouest jusqu'à Vienne, en terre habsbourgeoise. Cette présence musulmane en terre chrétienne, incarnée par la famille des Koprolu, dont est issu le grand vizir Kara Mustafa, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, est une menace pour la Pologne, pour le pape et pour les autres principautés chrétiennes. Bien que présents, les Ottomans subissent tout de même un déclin militaire. Déjà, en 1664, un premier pas vers la reconquête avait été franchi. Les Français et les impériaux avaient réussi à vaincre les Ottomans à la bataille de Saint-Gothard, non loin de Vienne, en Hongrie actuelle. Il devient dès lors possible et urgent de mettre en place une alliance pour repousser les Ottomans au plus vite.
C'est alors que le lion polonais prend la tête du commandement qui se donne pour mission d'assiéger Vienne et de venir à bout de la présence ottomane. Les 14 juillet sont décidément propices aux batailles, puisque le siège de Vienne débute un 14 juillet 1683. Sur place, les effectifs sont impressionnants. Dans l'armée turque du grand vizir, Kara Mustafa, 200 000 hommes, des cavaliers, qu'on appelle également des spahis, des janissaires, des fantassins et même des pilleurs de Crimée. En recevant les échos des premiers affrontements entre les soldats impériaux et les Ottomans, Jean Sobieski prend immédiatement la direction d'un corps de 27 000 soldats polonais qu'il fait marcher à grande allure en direction de Vienne, chargés de leurs 28 canons. Aux côtés des troupes allemandes et autrichiennes, les Polonais se lancent dans l'affrontement la nuit du 12 septembre 1683. À ce moment-là, la force de Jean Sobieski, c'est d'être présent personnellement à la tête de son armée. Certaines sculptures antiques représentent Alexandre le Grand avec une chevelure abondante, en crinière, qui forme une vague au-dessus de son front. Alors les plus manuels d'entre vous pourraient en faire une réplique avec pour modèle Jean III Sobieski en anastolet, puisque c'est ainsi qu'on appelle ce type de représentation. Peu avant le début de la bataille, Jean Sobieski avait reçu la bénédiction d'un capucin, Marco d'Aviano, qui lui avait prédit la victoire. C'est la consécration et le début du mythe. La victoire est éclatante. Jean écrit à sa femme, Marienska, au lendemain de la bataille, dans une lettre. « Notre Dieu et Seigneur a tout jamais béni, a donné à notre nation la victoire et la gloire, telles que jamais les siècles passés n'en avaient eu. Tous les canons, des camps entiers de trésors inestimables sont entre nos mains. L'ennemi ayant couvert de cadavres le camp, les champs et les environs, a fui dans la confusion. » Aujourd'hui, on parle assez peu de cette figure. Souvent, les historiens ont peur des héros, parce que ces figures, dites mythiques, seraient une menace pour la réalité des faits de leur époque. Mais en l'occurrence, pour Jean Sobieski, il est considéré comme un héros de son vivant. Il devient donc historique de le qualifier de héros polonais du XVIIe siècle. Ce qui fait de Jean Sobieski un personnage remarquable de l'histoire européenne, c'est qu'il a su saisir le bon moment, son moment, pour s'illustrer et se comporter en chef d'armée remarquable. Ce qui est passionnant avec son itinéraire, c'est qu'il permet de s'interroger sur la notion de héros. Peut-on se choisir des héros ? Quels en sont les avantages et les inconvénients sur le plan politique et surtout sur le plan symbolique ? En tout cas, la Pologne n'a pas attendu la réponse pour ériger Jean Sobieski en figure clé de son histoire. Et les nouvelles du siège et de ses exploits militaires se répandent très vite après le 12 septembre. La victoire, si importante pour le pape et si importante pour l'empereur, fait parler de lui. Pour autant, Jean III, lorsqu'il meurt en 1696, n'est pas parvenu à assurer la succession pour son fils Jacques. C'est donc un passage éclair dans l'histoire polonaise pour la famille Sobieski. Mais heureusement, le couple formé par Dalida et l'acteur Jean Sobieski, à partir de 1961, a peut-être redonné à la Pologne l'envie de mourir sur scène. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre écoute. Vous êtes mon plus grand soutien. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.